Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Quelle histoire, hein? Quel feuilleton. J'ai commencé à vous raconter cela. Et ensuite, vous allez voir, c'est pas fini. Vous allez voir l'Allemagne avec le nucléaire. On en parle avec Philippe Herlin. Mais auparavant, quelle histoire, quel feuilleton, hein? Je le rappelle encore une fois. Donc, le ministère de la Santé, Olivier Véran, demande en novembre... juste après le premier confinement, hein, mars-mai 2020, demande un rapport à l'IGAS sur la gestion du Covid par les ministères, les services, etc. Alors, ils le font. 6 mois après, ils donnent le rapport en novembre 2020 au ministère. Et puis après, eh bien, plus personne, plus rien. Enterrement de première classe, on n'entend rien, voilà. Il y a un rapport. Et le quotidien Le Parisien, eh bien, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, demande le rapport. Eh bien, il l'a demandé d'ailleurs, Le Parisien, en février 2021. Je rappelle qu'il a été donné en novembre 2020 au ministre. Ben non. Ah ben non, on veut pas. Non. Écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez, c'est un slogan qui revient tout le temps, là. C'est devenu institutionnel. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh ben... Ils ont appelé, donc le journal a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris à l'aide d'un cabinet d'avocats, jusqu'au Conseil d'État, retour devant le tribunal administratif de Paris, ça veut dire ça après des mois, et le tribunal administratif de Paris a enjoint le ministère de la Santé de rendre le rapport public. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il est public aujourd'hui, je rappelle qu'il a été donné en novembre 2020 au ministre de la Santé, et il est rendu public là en avril 2023. C'est pas mal, hein? Je veux dire, on va vite, quoi. On est pour la transparence, on cache rien, nous, on cache absolument rien, voilà. Alors ce rapport, quand même, il est très, très parlant. Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93, vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, vous avez parcouru, sinon lu entièrement, le rapport. Est-ce que vous comprenez les raisons qu'il y a eu pour l'enterrer, en tout cas, oui, on peut appeler ça, jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, il y a un véritable problème de démocratie. C'est-à-dire que ce gouvernement a mal géré cette crise. Ouais. On a eu plusieurs scandales. La non-publication de ce rapport, la dénonciation de l'appel à McKinsey, mais pour une raison très simple, que souligne ce rapport. C'est-à-dire qu'on a tellement démantelé les administrations centrales dans les ministères, on a créé des pseudo-agences, on a dilué les responsabilités, on a créé des superstructures comme les agences régionales de santé, avec des préfets qui, eux, sont dans les départements et qui n'ont plus les moyens administratifs de pouvoir gérer une crise, alors que c'est leur rôle défini normalement dans l'État français. Voilà, on est face à une opération qui aujourd'hui veut cacher le fait qu'on a démantelé nos administrations et que nous n'avons plus les moyens de gérer une crise. D'ailleurs, il n'y a pas que cette crise qu'on gère mal. On a vu qu'on n'est pas en capacité d'organiser des secours médicaux quand il y a des manifestations comme à Sainte-Soline. Ouais. Voilà, on a des véritables problèmes aujourd'hui d'organisation de l'État. Mais parce qu'on est en train de détruire l'État, et il n'est pas anodin. Moi, je rapproche ce rapport d'un autre rapport sur l'appel à des cabinets de consultants comme McKinsey, avec des dépenses monstrueuses. Il faut lier les deux. C'est un véritable scandale d'État. Et que ce rapport soit enterré aujourd'hui, comme on a enterré les affaires liées à ces cabinets de consultants, montre bien que notre démocratie est malade. Oui, on va en parler d'ailleurs de McKinsey à propos de la réforme des retraites et du Conseil constitutionnel, bien sûr, qui doit rendre bientôt son Conseil d'État, pardon, qui doit rendre bientôt son verdict sur la réforme des retraites. Mais revenons à ça. En fait, le rapport, si je n'ai pas tout lu, j'ai lu l'article du Parisien, souligne quand même de sacrés dysfonctionnements. C'est le moins que l'on puisse dire. Tout à fait. Vous savez, ces dysfonctionnements, on a caché ce rapport, mais un certain nombre de personnes se sont exprimées. Moi, j'ai lu attentivement, parce que je le connaissais personnellement, l'interview du général Gallet chez vos confrères du journal du dimanche. Oui. Le général Gallet, c'est le général qui commandait la brigade des sapeurs-pompiers et qui a géré l'incendie de Notre-Dame. Oui.
eh bien, il avait quitté la brigade des sapeurs-pompiers, on l'a appelé dans la cellule de crise au ministère de la Santé. Ouais. Et l'interview qu'il a donnée au journal du dimanche était catastrophique pour le gouvernement. Il disait incapacité de prendre une décision, 20 personnes autour de la table qui se regardent en chien de faïence. Voilà, on a été face à un État totalement défaillant. Mais pourquoi cet État est défaillant? Mais parce que on a multiplié les structures. On a bien vu. On a la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de Santé Publique, Santé Publique France, qui dirige quand on est face à une crise. Il faut qu'il y ait une tête Bien et sûr. qu'il y ait une coordination véritable. Coordination, au-delà de la coordination, Ouais. une chaîne de décision qui soit clairement identifiée et dans laquelle les acteurs sur le terrain aient confiance. Et ça Voilà, n'a la pas du confiance tout a été le cas, rompue. en fait. Ouais. Mais non, sur le terrain, moi j'étais sur le terrain à l'hôpital. Ouais. On a été abandonné. Heureusement qu'on s'est organisé pour essayer de faire au mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous envoyaient les fameuses cellules de crise? D'abord, il n'y avait aucune coordination. On recevait des mails avec des procédures de 10 pages. Et entre les différents organismes qui nous envoyaient ces procédures, il y avait des contradictions. Et puis on avait autre chose à faire que lire 10 ou 15 pages de procédures. Voilà, il arrive à un moment donné, c'est très bien que ce rapport sorte, mais alors ce qui est gravissime, c'est que moi je l'ai lu le rapport. Au-delà des critiques, il y a des préconisations, il y a 32 préconisations, et le fait qu'on ait caché ce rapport. Or ces préconisations étaient avec des dates d'échéance. Ah oui. Oui, oui, 32 préconisations. Et donc, effectivement, si on cache le rapport, il y a des préconisations, on ne peut pas vérifier si effectivement ces préconisations ont été effectuées ou pas. D'action. Or, quand je regarde les préconisations, l'essentiel n'ont pas été suivies d'action. Voilà. Donc, si effectivement on a de nouveau une crise, on sera dans les mêmes difficultés. Et vous voyez, le problème, c'est que un ministre, Olivier Véran, lui-même médecin, qui sait très bien qu'en médecine, si on n'a pas la confiance, eh bien, on ne peut pas travailler correctement. Or, de cacher ce rapport, eh bien, c'est détruire la confiance avec les acteurs et avec la population. Et ça, c'est catastrophique. Et oui, c'est très grave. Alors, eux vous répondent, enfin, ils répondaient oui, mais au départ, on ne savait pas. Vous savez, c'est toujours, on ne savait pas, n'oubliez pas, c'était le début, on n'avait pas les renseignements et les découvertes qu'on a aujourd'hui. Oui, mais non, mais écoutez, les mensonges, ça suffit. Parce que là, il y a eu quand même des dizaines de milliers de morts, et les mensonges continuent aujourd'hui, parce que là, on a des hôpitaux qui sont à l'agonie, et il y a des gens qui meurent sur des brancards. Et le ministre dit, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun service qui va fermer sèchement. Écoutez, les services, la maternité de Sarlat, la maternité de Guingamp, la maternité d'Autun, qui sont en train de fermer, s'ils sont dans le mensonge permanent, comment vous voulez avoir confiance dans ce pouvoir politique qui ment en permanence? Ils mentent surtout, ils ont menti sur le Covid, ils ont menti sur la réforme des retraites. Voilà, c'est un gouvernement de menteurs. Et c'est normal qu'il y ait une colère en face. Et moi, en tant que professionnel de santé, de ne pas avoir eu ce rapport avec les préconisations pour qu'on puisse effectivement s'organiser, voir comment on pouvait mettre en œuvre ces préconisations si on les jugeait adaptées, mais c'est pas nous donner les moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, Christophe Prudhomme, si j'ai bien compris, parce que s'ils disent le rapport a été remis 5 mois plus tard au ministère des Solidarités et de la Santé, je rappelle, en novembre 2020. Vous n'en avez, à l'époque, novembre 2020, c'est-à-dire 21, 22, 23, 2 ans et demi sont passés, vous n'avez jamais eu connaissance de ce rapport, par exemple, et vous n'êtes pas... Si, on avait connaissance de ce rapport, et on savait qu'il y avait ce rapport... Oui, mais vous n'avez pas eu connaissance du contenu. Mais on n'avait pas le contenu. Mais sauf que vous savez, le rapport, là, moi je connais un certain nombre des inspecteurs qui l'ont rédigé. Mais j'aurais pu écrire la même chose. Vous voyez, le fait qu'on ait eu... Vous savez, on est dans un état de droit. Et dans cet état, on a des préfets depuis maintenant 2 siècles. Les préfets sont dans des unités géographiques qui s'appellent les départements. Exact. Et ils ont montré leur efficacité au fil du temps. Préfets. Et là, ce qui est souligné, et qu'on souligne depuis très longtemps, d'avoir
mis en place des agences régionales de santé au niveau des grandes régions, c'est-à-dire ces grandes régions qui sont pour certaines de la même taille que des États comme la Belgique. Oui. Surtout qu'on les a réduits. On a fait d'encore plus grandes régions, il n'y en a plus que 13. Voilà. Donc, et donc on a ces 13 régions, et ces régions étaient complètement coupées des préfets qui étaient ceux qui étaient à même d'organiser les choses localement. Ouais. Et les préfets n'ont plus autorité directe. Avant, ils avaient ce qu'on appelait les DAF. Oui. Ils avaient autorité directe sur ces DAS qui organisaient le service de santé dans le département. Ils n'ont plus l'autorité, les préfets, aujourd'hui, là-dessus. Mais non, les agences régionales de santé, ce sont des objets non identifiés, avec des directeurs généraux qui sont nommés en Conseil des ministres, qui sont même plus des ARS, qui sont issus des administrations. Vous pouvez avoir comme directeur d'une agence régionale de santé, on en a eu un certain nombre, on a eu même un ancien DRH d'Airbus. Non, mais vous imaginez. Ah ben c'est bien, oui. Mais donc, il ne faut pas s'étonner, à partir du moment où on démantèle l'administration et qu'on crée de multiples agences de ce type-là, que l'État soit en incapacité de répondre correctement. Et heureusement que les personnels dans les hôpitaux, qu'un certain nombre de collectivités locales ont pris la main. Mais on n'avait pas forcément les moyens. On a été complètement abandonnés. Et on a été, par contre, envahi, je répète, de documents, de procédures illisibles et inefficaces. Voilà, donc c'est délirant. Et il y a urgence à ce que ce rapport ne tombe pas, soit pas classé verticalement. Mais qu'effectivement, on regarde les préconisations. Moi, je suis tout à fait en accord avec certaines. Bien sûr. Et j'aimerais bien qu'un certain nombre soit mis en œuvre. Et j'aimerais bien aujourd'hui en particulier que les préfets puissent recouvrer une autorité avec des moyens. Ça fait partie des préconisations. Vous avez raison, Christophe Butor. Vous savez, ça me rappelle, c'est la phrase de « Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint ». C'est ce que vous dites sur les ARS et ce n'est pas, hélas, complètement faux. C'est vrai, cette histoire du secret, cette histoire de l'enterrement, cette histoire de ne pas prendre les préconisations, vous avez raison. En 2020, il fallait que ça sorte, qu'on en parle dès le début de 2021. Et aujourd'hui, écoutez, mieux vaut tard que jamais, mais ça en dit long, effectivement, sur notre système de gouvernance, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, vous savez, ça participe au fait que aujourd'hui, il y a une rupture de confiance avec le gouvernement actuel qui accumule effectivement les mensonges. Oui, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est bien. Un certain nombre de documents. Vous savez, y compris dans les hôpitaux aujourd'hui, pour avoir accès à des contrats d'audit qui sont passés par les hôpitaux, il faut que les instances représentatives du personnel fassent appel à la commission d'accès aux documents administratifs. Oui, la CADA. Pour obtenir ces documents qui, normalement, devraient être discutés en instance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun... il n'y a pas de dialogue social. C'est la culture de l'opacité. C'est la culture de l'opacité. Oui, c'est la culture de l'opacité. Le gouvernement pense renforcer son pouvoir en cachant un certain nombre de choses comme celle-là. Non, au contraire, il crée une colère, un ressentiment et une rupture de confiance avec l'État. Et ça, il faudra bien qu'à un moment donné, on en discute. Et il faut qu'on arrête de nous amuser avec les violences, parce que moi, je suis dans une colère, mais noire. Et la première violence, moi, j'aimerais bien que M. Véran, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, soit obligé aujourd'hui de rendre compte devant une commission parlementaire qui ait y compris le pouvoir de le démettre de ses fonctions de ministre au regard des fautes qu'il a commises. Ça serait une vraie démocratie. Merci Christophe Prudhomme, en tout cas, de vos éclaircissements et surtout de dire ce qu'il en est sur, effectivement, la démocratie, c'est d'abord la transparence et c'est le premier des devoirs, surtout dans ces matières vitales. Merci à vous. Merci. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe en ce moment. On a vu là
On a vu et on a été averti par notre invité Philippe Perlin, qui est économiste, qui est auteur de Cancel Economy, pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. Et il y a de quoi en parler, qui est paru à l'Institut Thomas More et que je vous recommande. Alors, je lis ça. Écoutez-moi bien, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio. Dans les prochaines semaines, en avril, les dernières centrales nucléaires allemandes encore en activité vont fermer. L'Allemagne se débarrasse du nucléaire, alors que la France, qui avait fermé Fessenheim et qui avait mis en panne ou qui avait mis à l'arrêt un certain nombre de gens, se dit « Oulala, attention, priorité au nucléaire ». Attendez, il paraît qu'on est en Europe. Hein. L'Europe unie, nous a dit encore Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe, Philippe Perlin ? Eh bien, ce samedi, en fait, ça va intervenir ce samedi, les 3 derniers réacteurs nucléaires allemands vont fermer et ils représentent encore tout de même 6% de l'électricité allemande, donc c'est quand même pas rien. Mais en 1997, le nucléaire représentait 30% de l'électricité allemande. En 1997 En 1997, voilà. Et on se rappelle en fait que c'est la décision d'Angela Merkel, après Fukushima en 2011, enfin après Fukushima et aussi pour pouvoir négocier un accord avec les Verts, qui a décidé d'arrêter le nucléaire en Allemagne. D'arrêter donc, complètement. Et donc, on est dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, ces 3 centrales-là auraient dû être arrêtées il y a plusieurs mois. Et on a simplement, enfin, les autorités allemandes ont simplement décalé de quelques mois suite à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine. Mais ils continuent. Ils maintiennent cet agenda de fermeture. On aurait pu se dire, ils peuvent encore les faire fonctionner plusieurs années. Et puis on verra. Mais non, même pas. Et là, on voit vraiment que l'idéologie prend le pas sur la réalité économique et énergétique, parce que on a encore des problèmes énergétiques en Europe. Il faut savoir qu'on paye l'énergie plus cher, le gaz est plus cher en Europe, parce que comme on s'est coupé de notre fournisseur russe, l'embargo, etc. Avec l'embargo, on est obligé d'en acheter ailleurs, notamment du gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis, ce qui n'est pas du tout écolo d'ailleurs, c'est du gaz de schiste. Du gaz de schiste, voilà, absolument. Bon. Et les écolos hurlaient à la mort. Mais voilà. Quand vous voulez explorer même. Oui. Voilà, donc l'Allemagne achète ce gaz de schiste, l'Allemagne réouvre des mines de charbon à ciel ouvert. On voit régulièrement, il y a les manifestations, ils sont obligés de raser des villages pour remettre en exploitation de charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. C'est encore pire que le gaz en termes de CO2 et surtout en termes de pollution. Bien sûr. Nous, en France, on va en payer le prix parce qu'il y a des particules de ces centrales à charbon allemandes qui elles ne s'arrêtent pas à la frontière française. Non, c'est pas comme Tchernobyl. Voilà, c'est pas comme Tchernobyl. Ça va pas s'arrêter. Ça va venir avec les vents et donc on va aussi en subir, nous, en France, les conséquences de cette pollution. Alors, Philippe Perlin, attendez, on veut bien, mais est-ce qu'ils sont devenus complètement fous ? À l'heure où tout le monde se redit que le nucléaire a au moins sa place, on l'a vu face à énergie dite renouvelable, intermittente du spectacle, comme on dit, mais très bien, mais au moins la place du nucléaire. Comment se fait-il que les Allemands, qui ne sont pas complètement, enfin, je sais pas, décérébrés, se disent non, terminé, on y va, fini, terminé? Oui, parce que c'est un objectif idéologique qui prime. Évidemment, le nucléaire. C'est la croyance. Oui, parce que le nucléaire est décarboné. Donc, si on veut diminuer les émissions de CO2, la bonne solution, c'est d'augmenter le nucléaire. Hein. Ouais. Et l'Allemagne, en fait, les écologistes allemands détestent encore plus le nucléaire que le charbon et le gaz. Voilà, parce qu'ils veulent tuer. En fait, c'est presque une guerre idéologique contre la science, contre le scientisme, contre le mal, le scientisme, le progrès technique que représente le nucléaire. Voilà. Donc ils veulent détruire ces technologies. Donc ils sont d'accord pour polluer encore plus avec le charbon, etc. Du moment qu'on ferme le nucléaire. En fait, c'est ça, voilà. Et ça, cette fermeture-là, elle est complètement incompréhensible parce que le renouvelable en Allemagne ne pourra pas compenser tout ça. Donc, ce qui va compenser, c'est le gaz et le charbon. Comment ils vont faire alors? Alors l'autre gros problème aussi, c'est que une grande partie de ce gaz, il vient des États-Unis sur des gaz naturels liquéfiés. L'Allemagne est en train de construire des ports pour recevoir les méthaniers, parce que c'est des investissements très lourds. Bien sûr. Qui vont coûter des milliards. Qui vont coûter des milliards. Le problème, c'est que on va avoir en Europe une énergie, notamment un gaz, plus cher que dans les autres zones économiques du monde, que ce soit les États-Unis qu'on dispose sur place ou l'Asie ou d'autres. Et donc, ça va poser un grave problème pour la compétitivité de l'industrie, parce que l'industrie consomme beaucoup de gaz. Dans les habitations, il y a un peu de gaz, mais à la limite, même si on le supprime et qu'on remplace par l'électricité ou d'autres, ça peut se faire. Mais dans l'industrie, non. On consomme beaucoup, pour faire des batteries, parce qu'on va aussi basculer à la fin des moteurs thermiques en 2035. Donc, il faut construire des batteries. Mais la fabrication des batteries, ça consomme du gaz. Voilà. Et donc, tous les grands projets de gigabatteries, gigafactory en Europe sont remis en cause
à cause du coût du gaz. Donc ça va accélérer la désindustrialisation de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est très dangereux, quoi. Mais Philippe Perlin, ce qui est hallucinant, c'est quand on regarde ça comme ça, regardez, Macron revenait de Chine en disant l'Europe doit être la puissance médiatrice, etc. Mais l'Allemagne ferme le nucléaire au moment où la France, c'est le fameux couple Laurent-Colbert, au moment où la France se remet au nucléaire. Mais c'est la schizophrénie, c'est quoi? Alors c'est la schizophrénie, mais il faut aussi savoir qu'il y a une volonté au niveau de l'Union européenne d'augmenter la part des renouvelables. Ouais, c'est ça. Et l'Union européenne a beaucoup de réticence à mettre le nucléaire dans le renouvelable. On voit toutes les discussions qu'il y a en ce moment sur l'hydrogène. Mais ils avaient accepté quand même, non? Ils avaient accepté, mais c'est encore difficile. Par exemple, pour la production d'hydrogène vert, la France voudrait que le nucléaire qui sert à fabriquer l'hydrogène vert puisse être considéré comme vert. Comme vert. Oui. L'Allemagne s'y oppose. Bon, voilà. Mais l'Union européenne a imposé pour qu'en 2030 c'est bientôt, hein, c'est dans 7 ans, qu'il y ait 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global. En France, aujourd'hui, on est à 22% seulement. Donc doubler en 7 ans, c'est impossible. Et donc, ça va provoquer une explosion des coûts et un risque d'effondrement de l'industrie avec cette hausse des coûts de l'énergie. Voilà. Merci Philippe Perlin, c'est quand même fascinant. On pourra revenir parce que cette histoire devient absolument folle. On essaie de suivre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, je vais vous donner des chiffres face à cette belle chanson. 79% des Français au SMIC ont réduit leurs achats alimentaires. 42% ont même supprimé un repas en raison de l'inflation, selon une étude de l'IFOP. 30% des Français gagnent le SMIC au moins. Les prix de l'alimentation ont augmenté de près de 16% sur un an. 16% sur un an, les prix de l'alimentation. Voilà. Elle a accéléré, elle a ralenti le mois dernier. Vous savez, l'inflation ralentit. Sauf dans l'alimentaire. C'est pas mal, hein? Je veux dire, donc, 4 sur 10 suppriment un repas par jour. Un échantillon des Français, vous avez dit, les Français qui gagnent le SMIC. Alors évidemment, les Français qui gagnent beaucoup d'argent ne devraient pas se préoccuper des Français qui gagnent le SMIC. C'est ça la leçon. C'est ça pourquoi on parle de n'importe quoi, de n'importe qui, etc. Hausse des prix, plus encore une fois 16%. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, moins de fruits, moins de légumes, voilà, moins qu'avant la période inflationniste, et avec un risque sanitaire. Hein. Vous savez que les changements d'habitudes alimentaires, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais je veux dire que c'est hallucinant qu'aujourd'hui, il faut le dire, la France se tiers-mondise. On était pour la solidarité et qu'on a raison, et c'est vrai que la mondialisation, de ce point de vue, simplement, a éliminé en partie la pauvreté. Il y a encore des milliards qui ne mangent pas à leur faim. Mais enfin, qu'en France, en 2023, on en soit réduit là, eh ben, qui faut-il féliciter? Qui faut-il vilipender? À vous de nous dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov, l'éducation à la sexualité au CM2, SOS Éducation et les mamans louves alertent Pape Ndiaye sur ce sujet. On est avec Sophie Odiger, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, et Régis Bruno, médecin des enfants, pédiatre et pédiopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux, effectivement. Merci à vous, merci Sophie Odiger, merci Régis Bruno. Alors, Sophie Odiger, vous êtes SOS Éducation, vous avez reçu d'ailleurs, parce que vous réagissez et à bon escient à chaque fois que quelque chose se passe et qui, effectivement, dépasse certaines limites. Et là, vous avez réagi avec l'association des mamans louves en commun, avec certaines déclarations ou certaines priorités du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Expliquez-nous. Alors oui, voilà, effectivement, Pape Ndiaye a rappelé plusieurs reprises, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale, qui ferait de l'éducation à la sexualité sa priorité. Alors déjà, sur ce point, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, puisque nous considérons que l'école est là pour instruire et que la priorité de l'institution scolaire, c'est d'instruire tous les enfants, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, comme on le sait, et puis de protéger les enfants, c'est-à-dire de lutter contre le harcèlement scolaire, ce qui n'est pas le cas non plus, comme on le sait. Et puis, Mais vous êtes contre, juste un mot, vous êtes contre cette éducation sexuelle à l'école? Alors, si Très franchement. Alors très franchement, nous on est contre le mot éducation à la sexualité.
Voilà, en tous les cas en maternelle et en primaire, puisqu'il n'y a pas de sexualité à cet âge-là, évidemment. Oui. Après, nous sommes évidemment favorables à des actions d'information, d'abord à destination des adultes, mais également des enfants, pour rappeler à chaque enfant que son corps lui appartient et que personne ne peut toucher son corps ou lui demander de toucher le sien, de manière à préserver tous les enfants d'un risque qui est celui des abus sexuels, dont on sait qu'ils touchent 10% des enfants, c'est-à-dire dans une classe en moyenne de plus de 30 élèves, ça fait 3 enfants par classe. Donc c'est un enjeu évidemment de santé publique, que l'institution scolaire mette en place des actions pour rassurer les enfants et sensibiliser également, en plus de ce qui est fait à la maison, hein, de la meilleure manière de se protéger. C'est vrai, comme vous savez, il y a hélas des enfants dont les parents ne s'occupent pas ou pas bien du sûr, tout. absolument. Il y a quand même une grande misère de ce point de vue-là. Absolument. Et il faut faire attention. Alors, juste un mot, justement, je voudrais vous adresser au docteur Régis Bruno. Il y a eu cette... enfin, paraît-il, mais apparemment c'est vrai, dans une classe d'enfants de 9 à 10 ans... En CM2, absolument. En CM2, c'est ça. Alors, rappelez, il faut le dire, les mots qu'elle a employés, style, vous allez me dire si c'est ça, elle dit oui, vous savez, quelquefois il faut sucer ou avaler le sexe dans les fesses, caresser les testicules. Elle a employé ces mots-là. En fait, c'est les propos qui ont été rapportés par plusieurs des enfants de cette classe à l'issue d'une séance d'éducation à la sexualité, donc en CM2. En CM2, oui. Propos qui ont été tenus donc par une infirmière sans la présence de la maîtresse et dont les enfants ont rapporté les propos qui les avaient évidemment absolument choqués dès qu'ils sont rentrés à la maison le midi, à tel point que la maîtresse en a été informée l'après-midi, qu'elle leur a reposé la question, qu'ils ont rapporté les mêmes propos et que des parents sont allés donc contacter également le chef d'établissement. Donc les propos qu'ont rapporté les enfants et qui ont été rapportés par plusieurs enfants sont, bon, je m'en excuse par avance, c'est particulièrement choquant à cet âge. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. Dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. On peut changer de sexe, prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils. Alors tout ça, évidemment, nous paraît scandaleux à plus d'un titre. D'abord, pour la première raison, c'est qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, nous sommes bien entendu favorables à ce qu'il y ait une information, une formation, une attention particulière pour protéger les enfants des sévices sexuels, mais on ne voit pas du tout en quoi ce type de propos rapportés par des enfants vont justement les aider dans ce cadre-là. Pire, dans quelle mesure un adulte qui jouerait à cela, qui jouerait de la séduction, qui parlerait du plaisir ou de faire plaisir, l'enfant comprendrait qu'effectivement l'adulte agit mal. Voilà, donc c'est contraire à l'objectif de notre point de vue et très dangereux pour plein de raisons que Régis Bruno pourra Alors non, détailler. Justement, docteur Régis Bruno, en fait, cette matière, on l'a bien vu, enfin, ce n'est pas le sujet, mais on l'a bien vu avec tout ce qui se passe sur la pédophilie et ces choses assez glauques, et plus que glauques, assez répugnantes, ce qu'on entend un peu partout, et hélas, pas seulement en France, enfin, dans le monde. Mais revenons à ça. En fait, l'histoire de la sexualité des enfants, de l'enseignement ou de l'information sur la sexualité des enfants, comment doit-il, à votre avis, être traité? Parce que c'est une polémique qui dure depuis des décennies, ça, et on n'arrive pas à avoir le bon curseur, apparemment. Alors, la réponse, elle est relativement simple en mots. Je crois qu'elle est dite, d'ailleurs, dans certains textes, mais elle n'est pas comprise de la même manière. Il faut adapter cette aide aux apprentissages. Mais la sexualité, ce n'est pas seulement une question d'apprentissage, c'est quelque chose qui existe de toute manière et dont on n'a pas besoin d'apprendre, si je peux dire. C'est comme le langage, vous apprenez pas un enfant à parler, vous pouvez l'aider à corriger son langage, mais il va se mettre à parler et c'est neurodéveloppemental. C'est pareil pour la marche. Un enfant, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à marcher, il saura marcher. Il faudra lui apprendre à faire du vélo, ça c'est un apprentissage, et apprendre par exemple la lecture, ça c'est un apprentissage. Donc on peut concevoir qu'on puisse faire des apprentissages. Les autres choses, celles qui sont plus neurodéveloppementales, on va dire plus constitutionnelles, on peut donner simplement des aides au développement. Et il faut tenir compte du développement de l'enfant. Or, quand on fait
une éducation à la sexualité qui, pour l'OMS, devrait commencer dès la naissance. Ce sont dans des textes qui sont parus en français il y a 10 ans exactement, en 2013, par l'OMS. Sachant que la France ayant convention avec l'OMS, ce sont des textes qui s'appliquent obligatoirement en France. Dans ces directives pour l'éducation sexuelle des enfants européens, elles s'adressent aux décideurs, aux spécialistes et pas aux parents. Faire de l'éducation sans la collaboration des parents, ça pose déjà une sérieuse question. Or, toutes ces directives sont basées sur une affirmation, on va dire, qu'il y aurait de la sexualité dès la naissance. Eh bien, cette affirmation ne repose sur aucune base scientifique. On reparlera, si vous voulez, si vous le souhaitez, on va en des reparler, études de Kinsey. Mais donc, ça ne repose sur aucune base scientifique, c'est un dogme. Et le modèle qui semble le plus adéquat pour aider les enfants au développement de leur sexualité future, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les prérequis développementaux. C'est-à-dire tenir compte qu'avant la puberté, il n'y a pas réellement de sexualité. Et donc, qu'est-ce que c'est les prérequis ? C'est l'empathie, c'est le respect de l'autre, c'est la sensorialité du corps. Il y a souvent dans ces histoires-là une confusion entre sensorialité et sexualité. Et sensualité ou sexualité. La sensorialité... Toute la sensorialité n'est pas de la sexualité, ou alors tout est sexuel, y compris tout ce qu'on peut faire dans la vie pour gagner sa vie et autres. Docteur, on se prend une toute petite pause et on va développer tout cela. C'est très important, effectivement, de marquer les limites, ou en tout cas de marquer vraiment les repères, surtout. Et vous souhaitez interpeller nos experts sur les cours de sexualité dans l'éducation, vous nous appelez au 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alcool. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les enfants et la sexualité, l'éducation nationale, quel rôle doit-elle jouer ? Apprentissage, aide, de quoi s'agit-il ? On en parle avec Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, qui avec les mamans louves s'est adressée très récemment au ministère de l'Éducation nationale, à Pape Ndiaye, pour lui rappeler un certain nombre de choses, et avec Régis Bruno, le docteur Régis Bruno, qui est pédiatre et pédopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux. Alors justement, en fait, cadrons le problème, Sophie Audugé. En fait, aujourd'hui, et depuis quelque temps, il y a une éducation sexuelle à l'école. Voilà, une information. Moi, ça me paraît plutôt de bon aloi. Après, effectivement, il faut marquer les limites, les choses. Évidemment, ce qu'a dit cette infirmière est quand même pas piquer des hannetons. Alors, qu'est-ce qu'au fond... que veut faire de ce point de vue Pape Ndiaye et pourquoi vous le rappelez à un certain nombre de limites ? Alors en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la première loi, elle date de 2001. C'est la première loi qui va inscrire une obligation d'éducation à la sexualité. Il y a 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans. Ouais. Et il y a eu en fait deux grandes périodes par rapport à cette éducation à la sexualité. Avant 2013, comme le rappelait Régis Bruno, on est dans de la protection. Il s'agit notamment d'informer les enfants sur les risques d'une grossesse prématurée, d'informer sur les risques des maladies sexuellement transmissibles, en premier desquelles le sida. Et on est vraiment dans une logique d'information, de protection. De précaution. On est dans de la santé publique et l'éducation nationale le réalise, si vous voulez, notamment à travers soit des programmes d'information structurés, soit via également les cours de SVT, au moment où les enfants ou les collégiens, sciences et vie et de la terre, sciences de la vie et de la terre. Et donc, on est sur une approche vraiment très
dans la précaution, dans la santé. Ouais. Et puis en 2013, il y a un basculement où là, on entre dans ce qu'on va appeler des nouveaux standards qui nous viennent vraiment des États-Unis, qui sont portés par l'OMS, comme l'a rappelé Régis Bruno. Et là, on n'est plus du tout dans la protection, on est dans de l'idéologie. Donc il s'agit de déconstruire le fonctionnement même de ces enseignements. Déconstruire, ça fonctionne. Ouais. Et on sert plutôt un enjeu sociétal, c'est-à-dire des idéologies d'adultes, que véritablement la protection de la santé et notamment la protection des enfants. Et ce faisant, on va se retrouver avec des cours d'éducation à la sexualité qui vont être réalisés par des associations déjà connus pour être très idéologiques, et puis avec des contenus qui vont d'ailleurs se retrouver dans un certain nombre de supports qui sont validés par l'éducation nationale ou sous tutelle de l'éducation nationale ou accessibles via des plateformes en lien avec l'éducation nationale, qui vont être absolument choquantes. Et un certain nombre de professionnels, en premier desquels d'ailleurs Régis Bruno, vont alerter en disant attention, là on va procurer chez des enfants, si on leur diffuse ce genre d'informations, voire ce genre de séquences, des viols psychiques ou des chocs, des traumas. Et à tel point que, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, en est tout à fait bien conscient, puisque septembre dernier, il produit une circulaire dans laquelle il rappelle qu'il y a des vigilances à avoir. Il rappelle que, notamment en élémentaire, on ne peut pas parler de sexualité de manière stricto sensu, etc. Or, on voit bien que ce qui s'est passé dans cette classe le 31 janvier, en CM2, donc en élémentaire, ne respecte pas du tout ce que lui-même a écrit et signé de sa main, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de propos stricto sensu de nature sexuelle, voire qui peuvent être même pornographiques, à des enfants qui sont beaucoup trop jeunes et pour lesquels ça va être une perturbation très importante, puisqu'en plus on sait qu'il va y avoir du trauma, on sait qu'on va entrer dans un psyché d'enfant qui ne va pas pouvoir se construire par la suite normalement. Oui. Alors justement, docteur Régis Bruno, il y a eu d'ailleurs, ça a circulé dans tous les réseaux sociaux, enfin dans beaucoup de réseaux sociaux, à une classe de SVT, de rapporter qu'il y avait une enseignante et un gosse a dit la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes ont un pénis et les femmes un vagin. Et la surveillante, l'institutrice ou je ne sais pas, si l'institutrice l'a carrément engueulé en disant mais si tu dis ça, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Régis Bruno, est-ce qu'il y a en fait aujourd'hui une espèce de convergence, je dirais en tout cas vague, mais quand même, entre l'idéologie woke, une certaine idéologie woke transgenre, et ce qui se passe actuellement dans les CM2 ou dans l'aide aux enfants aux 6, 8 ans, 9 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui converge là, ou pas du tout? Alors, il y a un point... Il y a une notion de base, je vais la développer un peu, je l'ai abordé là, précédemment, là, mais je vais appuyer un peu sur le coup. Allez-y. Il n'y a pas chez l'enfant de sexualité sur le modèle de celle des adultes. Voilà. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est clair, comme il n'y a pas un enfant qui marche à 3 mois, comme il n'y a pas un enfant qui parle dans une conversation autonome à 8 mois, il n'y a pas la même sexualité chez l'enfant. Qu'est-ce qui prédomine chez l'enfant? C'est le jeu. C'est l'enfant n'ayant pas encore de représentation de la sexualité telle sur le modèle de celle des adultes. Tout ce qui peut lui être présenté sur ce modèle-là est présenté sous forme de jeu. Alors on parle d'enfants de CM2, mais il faut comprendre que les choses commencent bien plus tôt. Et que dans le texte de l'OMS, on parle il y a toute une grille des actions qu'on devrait faire auprès des enfants, un texte qui est assez, avec lequel on pourrait être d'accord dans toute sa présentation, mais quand on voit la mise en pratique, c'est découverte du corps et masturbation enfantine précoce entre 0 et 3 ans. On va revenir d'ailleurs à cette histoire de masturbation précoce en parlant des rapports Kinsey, si vous voulez qu'on aborde un peu ce projet. Et on est confronté à ça dans la réalité, c'est pas simplement sur les textes de l'OMS. Où on peut être confronté à des enfants, des petits garçons qui se font des fellations entre eux dans les toilettes, mais pour une moyenne section de maternelle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Et donc... Oui, vous voulez dire que naturellement, ça ne leur viendrait pas à l'idée. Non, c'est de la sexualité d'adulte. Qu'est-ce qui compte à cet âge-là? C'est la curiosité, c'est la découverte.
c'est bien sûr qu'ils sont curieux de savoir comment sont faits, mais je n'allais pas dire le sexe, hein, à 3-4 ans. On est curieux de savoir comment est le tout, on est curieux de tout, oui. Ça, de tout, et entre autres, comment est le fait pipi, par exemple. Je dis fait pipi parce que c'est ça. À cet âge-là, qu'est-ce qui les intéresse? C'est pipi, caca, boudin, ça traîne dans toutes les maternelles et c'est réellement ça. Comment est fait l'autre, mais pas comment on peut... Mais pas comment, oui. Donc docteur, si je comprends bien, il y a une espèce de plaquage, que ce soit en voyant des images à la télévision, on ne sait jamais, parce que ça peut traîner l'écran ou Internet, etc. Il y a un plaquage, je ne dirais pas adulte, mais enfin de la sexualité adulte, sur des gosses qui ne connaissent rien à ce moment-là, qui n'y pensent même pas, quoi. Ouais. C'est tout à fait ça, voilà. Ouais. Et les enfants à ce moment-là, c'est d'ailleurs ce qu'emploient, il faut être clair, les pédophiles, pédocriminels, ils emploient le jeu. Ils ne séduisent pas les jeunes, je parle vraiment des petits, hein, jusqu'à la puberté. Après la puberté, ou début de la puberté, c'est autre chose. Changer. Oui, bien sûr. Mais ils emploient le jeu, ils emploient des petits cadeaux. Jamais ils n'abordent l'enfant sur un plan sexuel ou des câlins soi-disant totalement familiaux, anodins. Et ça dans tous les secteurs. Hein. Quand je parle, il n'y a pas que dans la famille que ça se passe. Ça se passe dans toutes les institutions. Hein. Voilà. Et donc, il y a quelque chose là qui est un traumatisme psychique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que bien souvent, ces agressions sexuelles, elles se répètent. C'est très rare. Enfin, moi, j'ai surtout été confronté à des histoires en tant qu'expert qui passaient aux assises. Donc, c'était évidemment les cas, on va dire, entre les plus forts, les plus terribles. Repérés, identifiés. Mais très souvent, les enfants, il leur faut un temps. Et c'est quand, en particulier les petites filles, quand elles se rapprochent de l'âge de la puberté, que vers une dizaine d'années, elles commencent à comprendre que ce qui était un jeu, j'ai vu des jeux avec des crayons de couleur. Vous imaginez une petite fille à qui le grand-père offre des crayons de couleur, mais pas pour jouer comme on a l'habitude, comme jouent des enfants avec les crayons de couleur. Pour elle, c'était un jeu, c'était un objet d'enfant, et il lui a fallu longtemps avant qu'elle s'aperçoive que ce jeu était très particulier, d'autant plus que très souvent, ces gens qui se présentent comme voulant faire un apprentissage doux, bienveillant de la sexualité à l'enfant, au bout d'un moment, l'enfant est au piège et ils leur disent « si tu dis quelque chose à tes parents, je vais le dire ça, et ça va être supprimé, etc. » Il y a un chantage. Ce terrain terrifiant de la pédophilie, bon, mais il faut de la perversité, il ne faut pas l'oublier. On en reparle, mais surtout on reparle effectivement du fond du problème. Et je vais vous poser à tous les deux une question qui est vraiment, pour moi, une des questions les plus importantes, tout de suite, après cette pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300 pour interpeller Sophie Odiger, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, et Régis Bruno, médecin des enfants, et son livre Préserver l'innocence des enfants, édition Bien commun. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les enfants, la sexualité, et on est en 2023. Et la question que je voudrais vous poser à tous les deux, Sophie Odiger et le docteur Régis Bruno, c'est que là, je voudrais parler de comment faire, parce qu'on a quand même changé de monde, qu'on le veuille ou pas, et je ne dis pas pour s'en réjouir ce jour-là, 2 heures, pour le déplorer ou pour s'en réjouir. En 2 mots, aujourd'hui, vous savez très bien, avec un certain nombre de statuts sociaux, d'économiques, etc., vous savez, avec le contrôle, enfin la morale, etc., ce qui a changé, en tout cas, c'est par exemple, pour prendre des exemples, l'accès hallucinant, je ne dis pas ça dans un mauvais sens, ou plein sens, enfin, à la pornographie sur Internet et dans tous les réseaux sociaux, et qui sont accessibles à des gosses. Qui sont accessibles à des gosses parce que beaucoup de parents ne pensent pas mettre un code, ou même s'ils ont le code, ils l'oublient quelquefois, etc. Accessible parce que des grands de 14-15 ans vont leur dire « Tiens, regarde ça, c'est marrant », etc. Et bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à un monde, pour ne parler que la France, mais c'est pas vrai que pour la France, où vous avez un accès à une connaissance de sexualité déviante ou déviée ou bonne ou mauvaise, je fais pas de morale là-dessus, mais qui est effectivement, par rapport à ce que vous disiez, docteur, effectivement, l'enfant, il se réveille pas avec une envie d'orgasme, hein, sitôt sa naissance. On le sait, ça. Mais
Mais comment est-il envahi? Est-il peut-être avec un univers où effectivement de YouPorn à autre, il y a quelque chose qui est là, je dirais presque gazéifié dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, docteur Régis Bruno? Alors, faut quand même se poser certaines questions. Oui. Demander aux enfants d'assurer leur propre protection, de très jeunes enfants, c'est quand même pas tout à fait logique. Pas du tout. Quand vous vous promenez au bord d'une avenue passante avec un gamin de 3-4 ans, il y a deux solutions. Ou vous lui faites toute une explication de la dangerosité de la circulation automobile et vous lui dites maintenant tu sais, je te lâche la main, ou vous lui tenez la main. Dans ce dont on parle, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser les choses comme ça en disant de toute façon, les enfants ils vont avoir accès à avoir un tas de choses dangereuses, donc il faut qu'on les blinde, il faut qu'on leur file une armure extraordinaire. Non, l'enfant, c'est la gaieté et l'insouciance. Hein. Bien sûr. Alors bien sûr que dans notre société, on est obligé de les prévenir contre certains dangers. Et la deuxième, donc on peut peut-être mettre des pare-feux, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en informatique, et vous verrez dans mon ouvrage, je dis qu'il faut aider les parents pour ça, parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Bien sûr. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment faire avec l'informatique, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte des accès. Donc il faut quand même, alors bien sûr, ce n'est pas efficace à 100%, mais si on attend des choses qui soient efficaces à 100%, on ne ferait jamais rien. Bien sûr. En particulier en termes de médecine et de prévention. Mais il n'empêche qu'une prévention à 80 ou 90%, c'est toujours ça de gagner. Absolument. Et deuxième aspect, oui, vous disiez. Oui. La deuxième question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'on veut les protéger des dangers de la sexualité alors qu'il y a plein de dangers, il y a plein d'autres dangers, en particulier par exemple la toxicomanie. C'est quelque chose où maintenant, à l'entrée des collèges ou même des fois dans les cours d'école, il y a des enfants qui ont accès à des drogues. Exact. Et en particulier, par exemple, tous les succès d'année, j'ai lu récemment un article, c'était en Suisse, mais c'est pareil en France, sur la précocité des filles, et donc finalement de fillettes prépubères, à des accès à la nicotine ou des succès d'années de la nicotine. Oui, non, mais on sait ça. Voilà. Justement, donc, c'est la même chose. Mais c'est la même chose pour la sexualité, pour la pornographie. Vous avez des accès de prépubères à la pornographie. C'est le problème. Mais pourquoi on essaie de les protéger à l'école uniquement avec des choses sexuelles? Il faut partir sur un autre élément, c'est que pas seulement dans le domaine de la sexualité, il y a des adultes qui ne sont pas bienveillants avec les enfants. Il y a des adultes qui peuvent les agresser d'une manière ou d'une autre. Non, je sais. Oui, et c'est ça qu'il faut. Alors là, bien sûr, là, on est dans un vrai domaine de prévention et de protection, pour laquelle les écoles pourraient donner tout à fait un coup de main, en particulier au primaire. Parce qu'avant le primaire, les enfants sont quand même dans la pensée magique. Tout ce qui est du domaine de l'éducation, apprentissage, n'est pas encore réellement de leur domaine. Ils sont en pleine période d'abord sensorimotrice. Bien sûr. Autre personne, si vous voulez, après, c'est des opérations concrètes. Ça, c'est pour aborder quelqu'un qui a bien compris l'aspect développemental des apprentissages. C'est Jean Piaget qui avait décrit des stades où avant, on n'a pas de pensée abstraite, on ne peut pas faire des équations du second degré. Non, mais c'est vrai. Non, mais docteur, il y a quand même quelque chose. Par exemple, vous dites le dealer, c'est autre chose. La drogue, le dealer, il vient vendre et il est prêt parce que il est prêt à vendre à n'importe qui, y compris à des gosses. Lui, il veut vendre. Le problème qui est là, et vous avez raison de rappeler les parents. Les parents, c'est fondamental. Et c'est l'autre côté où effectivement il doit y avoir une association parents-école pour justement faire de la prévention et faire de la vraie prévention dans cette histoire et ne pas tomber dans les excès d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, je vous parle à tous les deux, Sophie Audugé, est-ce que concrètement il faut quand même bien voir
qui enseigne, par exemple, telle ou telle matière en matière de sécurité, etc. Est-ce qu'il y a un vrai contrôle? Est-ce que tout ça est quand même organisé, contrôlé ou pas? Alors justement, c'est bien le souci, c'est-à-dire que nous on alerte Pape Ndiaye puisque lui-même le cadre qu'il a fixé et qu'il a refixé en septembre dernier n'est pas respecté. En tous les cas, il l'a pas été dans cette séquence-là. De même que les textes de loi prévoient que les parents soient informés de la tenue des séquences et du contenu des séquences, ce qui n'est pas le cas. Il n'empêche, si vous voulez, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y a un espèce un peu de mensonge institutionnel, un mensonge organisé, puisque d'un côté, il y a des soi-disant standards d'éducation à la sexualité que nous, on critique catégoriquement, ainsi qu'un certain nombre de professionnels, parmi lesquels Régis Bruno, mais Maurice Berger également, qui ont alerté le ministère en disant « Attention, vous n'avez pas à faire ce type d'éducation, vous n'obtiendrez pas l'objectif de protection, mais au contraire, vous allez réaliser quelque part, vous risquez d'avoir des traumatismes chez les enfants, des viols psychiques, parce qu'à ces âges-là, les enfants ne sont pas à même d'entendre ce type de propos, donc il ne faut pas les tenir. Et on se rend compte que ces protocoles-là n'ont pas du tout été faits avec des professionnels de la santé et avec des professionnels de l'enfance, mais avec des idéologues. Et donc, ce sont des idéologies d'adultes et on ne se préoccupe que pas du tout là de l'intérêt supérieur de l'enfant. On revient au choc, c'était vrai dans la première partie de l'émission. On parlait du nucléaire, etc. Et vous voyez, c'est toujours quand ça se transforme en idéologie, quand l'écologie devient idéologie. Absolument. Et là, quand l'enseignement, enfin un certain enseignement devient idéologie, donc croyance religieuse, enfin croyance para-religieuse, oui, je dirais. Et c'est vrai que c'est... Et l'enfant est sans intérêt dans cette affaire-là. Évidemment. Bah, ça devient un objet comme ils le veulent. On va écouter pour vous deux, les auditeurs de Sud Radio, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à nous poser. Oui, beaucoup d'appels au 0826 300 300. On a le plaisir d'accueillir Ahmed de Joinville. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour à vous. Écoutez André, d'abord merci pour vos émissions, pour la qualité de vos émissions. Merci. Alors, moi, il y a un terme qui m'énerve, c'est pédophilie. Ouais. Je pense qu'il faudrait tout le temps dire pédocriminalité pour être très clair. Les gens, c'est des pédocriminels, c'est pas des pédophiles. C'est trop gentil comme terme. Voilà, ça c'est la première chose. Après, donc, j'ai été choqué par quand j'ai entendu donc le programme en CM2, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils enseignaient. Après, il y a bien sûr les parents doivent parler aux enfants, c'est normal, on doit leur expliquer quand même certaines choses, et c'est pas toujours évident au niveau de la pudeur qu'on peut avoir. Après, moi, vous savez, je suis divorcé et je pense que j'ai peut-être plus de facilité à parler avec mes enfants parce que je me dis, bon, souvent les pères ont dit, c'est le rôle de la mère, vous voyez ce que je veux dire. Là, le fait de me dire, moi je suis pas tout le temps en contact avec la mère, donc je préfère leur expliquer certaines choses. Moi, je leur ai toujours dit, voilà, votre corps, il vous appartient, on doit surtout pas vous toucher ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment... Oui, vous avez fait de la pédagogie vous-même à l'égard de vos enfants. Voilà. Après, moi, je suis formateur sécurité routière, ça m'aide un peu aussi, quoi. Mais donc voilà, et c'est surtout, comment dirais-je, ces programmes, je comprends pas l'utilité. Qu'on explique aux gens comment fonctionne un homme et une femme, c'est tout à fait normal. Nous, c'est ce qu'on avait appris à l'école. Après, on aille rentrer dans des détails de plaisir, tout ça, je pense qu'à cet âge-là, c'est pas encore ça. Après, vous savez, il y avait le petit contenu par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'Internet. Vous savez, on n'y peut pas grand-chose. Même nous, quand on était gamin, moi j'ai 54 ans, mais quand on était gamin, des fois, il y avait des adultes qui jetaient, vous savez, des revues, pornographiques. Et nous, on les prenait, on les regardait, on les cachait dans un buisson, et de temps en temps, on allait, on les regardait, ça nous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, ça c'est... chaque être humain, on est curieux, même quand on est gamin, on est curieux. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'expliquer, et il faudrait pas que cette explication, elle tombe dans elle soit réservée à des gens qui sont un peu pervers et qui vont en profiter pour justement... Bien sûr. Ahmed, non mais c'est très... Ce que dit Ahmed, ce qui est vraiment important, bon, d'abord, effectivement, le côté, il disait, c'est pas nouveau, effectivement, il y avait des revues, etc. Mais le vrai problème, effectivement, que je vous pose d'ailleurs à tous les deux, je sais pas qui va... Mais comment... il parle de la notion de plaisir. Est-ce que la notion de plaisir doit s'enseigner à l'école ? Et à quelle date? Et à quel niveau? Non, mais je pose la question. Et deuxièmement, et surtout, effectivement, c'est très difficile. Et l'autre problème, et je parle aussi aux psychiatres, la transgression et l'interdit. Vous savez très très bien que dès que c'est interdit, enfin c'est une banalité de base que je dis, dès que c'est interdit, y compris des gosses, je parle pas des gosses de 3 ans, mais enfin des adolescents, mais même des
préadolescents, c'est interdit, donc je vais essayer. Comment balancer cela de façon, aujourd'hui, en 2023, de façon équilibrée et surtout efficace? Régis Bruno. Mais si on ne marque pas on sait très bien qu'on transgresse les interdits et qu'ils sont en partie faits pour ça. Mais enfin, faits pour ça, c'est pas le mot est pas tout. Un peu. Enfin, un mot quand même pour répondre à ce papa. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le mot. Alors, ça m'arrive encore de l'employer pour aller vite, mais c'est une faute. Moi, j'associe toujours pédophile, pédocriminel ou pédophilie, pédocriminalité pour montrer que effectivement, parce que sinon, on va dire pédocriminalité, c'est juste des marques du trou, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, des trucs où on rate les enfants, etc. Pédophilie, pédocriminalité, ça montre bien la perversité quand on utilise les deux termes. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Ahmed, qu'en fait, il faudrait toujours utiliser au moins les deux termes, pédophilie, pédocriminalité. Voilà. Et donc, pour revenir à la remarque, bien sûr que les enfants, ils vont transgresser un interdit. Mais on leur a marqué l'interdit avant. Voilà. Et donc, ils vont transgresser les interdits de leur âge. Mais en sachant quand même que là, ils sont dans le domaine qui n'est pas celui de l'enfance. Bien sûr que... Et quand on regardait les revues cochonnes, à l'époque, ça s'appelait comme ça, le cinéma cochon ou les revues cochonnes. Tout le monde. Mais on savait que c'était quelque chose pour lequel il y avait un interdit. Et donc, on comprenait que c'était peut-être pas une bonne chose. Et que, en fait, ça nous donnait l'idée qu'il y avait autre chose que ça. C'est-à-dire, quand il y a trop de confusion entre ce qui est présenté dans une revue, et là, du coup, sur le téléphone, et puis ce qu'on vous apprend en classe juste après, qu'on peut mettre le pénis dans les fesses, le ciseau dans les fesses, eh ben, il n'y a plus de... C'est pas la même chose. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et la réponse chez ces enfants en CM2 serait dû être de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un ou plusieurs de ces enfants, puisque c'est des enfants qui qui subissent une agression, et non pas de dire, bah voyez, on fait le zizi dans les fesses, tout ça est normal, c'est comme ça. La question de la professionnelle de santé, en particulier de l'infirmière, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui arrive à certains de ces enfants? À certains enfants, absolument. On se retrouve juste après une petite pause et on continue à prendre les auditeurs. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller nos experts sur les cours d'éducation à l'école sur la sexualité. On accueille Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Oui, moi je vais parler un petit peu de mon éducation. Hein. Ouais. Donc je suis né en 61. Bon, à l'époque, on va faire un peu court, maternelle, école primaire. Il y avait donc effectivement des petites choses qui passaient dans les classes. On savait. C'était plutôt ça s'aglait entre les parents et les enseignants. Du collège au lycée, ça montait un peu crescendo. Mais maintenant, je pense qu'on se heurte aussi à un autre sujet qui peut être un problème de judiciarisation. Ça, c'est un autre, en clair, entre l'écolier ou le lycéen, il y avait un dialogue entre le chef d'établissement, etc. Et maintenant, on a un autre souci. Maintenant, moi, quand j'avais à l'époque une information sexuelle, elle n'était qu'une information sous la forme de tableau. On présentait l'anatomie d'une femme ou d'un homme, et puis ça en restait là. C'était fonctionnel, hein. C'était pas une éducation. Donc moi, je pense que la priorité, elle est aux parents, exclusivement aux parents, de dispenser obligatoirement, moi je vais être un petit peu catégorique, une information à partir d'un âge d'écoute de ses enfants, à l'information de différence et de fonctionnel, en parallèle avec des enseignants formés. Et je finirai là-dessus, faire comme un passage, comme une communion. Alors là, comme une communion, je dirais,
sous la forme, pour celui qui s'intéresse, catholique, juive ou même musulmane. Je comprends. Une espèce de, tout simplement, d'apprentissage. Une espèce d'apprentissage sous forme, je ne dis pas de cérémonie, mais enfin sous forme de communion, comme vous dites. Juste, on va prendre, et ensuite je redonne la parole à Sophie Udigé. On prend Franck. Franck de Toulouse. Bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vos invités. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir. Merci. Juste en un mot, je voulais faire le parallèle entre problématiques sexuelles et problématiques de genre à l'école. Parce qu'il y a quand même, vous l'avez déjà abordé, le sujet, sujet qui m'intéresse, mais celui-là, il est poussé par du wokisme un peu exacerbé. On se retrouve avec des enfants à qui on explique très tôt maintenant que en fait, garçon-fille, c'est un petit peu à leurs mains, c'est un peu à leur choix. On le sait, il y a des textes qui et c'est d'une complexité psychologique. Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis de votre spécialiste sur le plateau, parce que ça, en tant que parent, moi, ça me gêne énormément, parce que j'ai l'impression qu'on nous démunit sur quelque chose d'extrêmement fondamental et désorientant pour les enfants. Si on rajoute en plus la culture sexuelle qu'il faut leur donner, sachant que s'il y a un problème de genre au départ, ça complexifie très vite les choses. C'est clair. On se retrouve avec quelque chose d'imbuvable, quoi. Enfin, je sais pas comment. Non, mais je comprends. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la capacité des parents à maîtriser un petit peu les modes de communication, la télé, etc., pour leurs enfants avec des codes, etc. Si vous les mettez sur une chaîne comme Gulli, qui est a priori c'est une chaîne pour eux, en principe, oui. Voilà, et vous en avez beaucoup comme ça, sauf qu'il y a un truc qui n'est pas du tout maîtrisé, c'est la publicité, les espaces publicitaires. Vous voyez, quand vous avez un enfant, ces chaînes, en plus, elles sont quand même pas mal abreuvées de publicité. Vous pouvez vous retrouver avec des publicités qui sont liées à l'âge de l'enfant qui est en train de regarder son émission, et des fois pas du tout. Ça peut être des films qui sont prévus pour la soirée pour les parents. Ça peut être des choses qui sont quelquefois extrêmement violentes. Moi, je me retrouve des fois confronté à ça. J'ai déjà eu mon enfant qui me dit, d'accord. Il se retrouve à regarder des choses qui, a priori, sont pas du tout pour lui. Oui, ça c'est encore l'histoire de la publicité, et c'est pas évident, effectivement. Alors, vous avez entendu les deux interventions, Sophie Udigé, aussi bien Régis Bruno. Au fond, on voit très 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 bien ceux qui disent, attendez, il faut quand même que les parents soient partie prenante à cette histoire, et c'est très bien, malheureusement, quand la famille est décomposée, c'est plus compliqué, enfin, quand je dis décomposée au sens... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous demande, malheureusement, on arrive en fin d'émission, mais on refera les émissions là-dessus et plus longuement. Qu'est-ce que, à votre avis, quelles seraient les choses les plus urgentes à faire? Alors pour l'école, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'école est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer. C'est aux parents d'éduquer. Je pense qu'Ahmed a tout à fait raison dans tout ce qu'il a énoncé. Et les parents le font de manière très naturelle. C'est-à-dire que très tôt à leur enfant, ils leur apprennent effectivement de ne pas se laisser toucher, que des adultes peuvent être méchants, etc. Donc ça, c'est culturellement, on est habitué à le faire. Et c'est très bien que l'école le rappelle, mais à sa place, à sa juste place. C'est-à-dire de rappeler qu'il y a des adultes qui peuvent faire des choses qui sont interdites, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et qu'il existe à l'école une infirmière et que régulièrement l'enseignant soit formé à identifier des enfants qui pourraient présenter des signaux faibles d'enfants abusés ou qui seraient... Y compris au sein de leur famille. Absolument, hélas. absolument. Donc ça c'est important et que personne ne le remet en question. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur une idéologie adulte qui est celle du wokisme, qui consiste à faire de l'éducation à la sexualité un endoctrinement des enfants sur des nouveaux genres, avec une banalisation de la pornographie. La pornographie n'a pas sa place à l'école. Que des enfants soient sur des sites pornographiques très tôt, c'est grave et c'est pas leur place. Mais c'est pas pour ça qu'on devrait initier tous les autres enfants qui ne le sont pas à ce qui n'est pas l'endroit où doivent être des enfants. Donc moi là-dessus, je pense qu'il faut être vigilant aussi. En élémentaire, c'est absolument scandaleux. Donc il faut revenir à ce que disent les circulaires d'ailleurs, et puis avoir, je vais quand même rappeler, une seule considération primordiale, c'est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or là, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas du tout là. Là, en fait, on distrait l'enfant, on fait même une effraction dans son psychique qui va produire un traumatisme qui va le poursuivre une grosse partie de son enfance et possiblement va modifier son développement normal sur sa sexualité d'adulte. Et là, enfin, je veux dire, on a l'impression que nos institutions prennent ça avec une légèreté qui est absolument scandaleuse. Et il faut aussi
Non, attendez, vous allez arrêter là parce que je sais que vous avez tout d'autres programmes. Malheureusement, on arrive en fin d'émission. Je regrette vraiment et on reparlera avec le docteur Régis Bruno. Merci en tous les cas de nous avoir invités sur ce sujet. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Oui. Ce sont des bombes à retardement, c'est explosif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir que de toute façon, ils sont en contact avec tout cela, dans l'air du temps. Je dirais, hélas, dans les vapeurs de charbon qu'on respire. Hein. Il n'y a pas que le CO2. Hein. Il y a un autre forme de CO2 qui est beaucoup plus grave. Donc, faire attention. Et soyez tous, je vous le dis, très vigilants. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et en podcast. Merci beaucoup à Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SO Éducation. Et merci beaucoup à Régis Bruno, médecin des enfants, pédiatre et pédopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux. Et son livre Préserver l'innocence des enfants. À tout de suite sur Sud Radio. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. Sud Radio.